devenir leader de sa vie, faire ses choix, se sentir légitime. C'est la thématique de ce premier échange entre la comédienne Charlotte Desnaux, qui sera en conversation avec Géraldine Jakowski. Je les accueille. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlotte et bienvenue ici sur scène. Mais merci beaucoup. Bonjour. Je sais que tu rentres tout juste de Chamonix. Elle sort du train en fait, parce que durant 3 jours, tu étais à Défidèle et tu as relevé des exploits physiques. Qu'est-ce que tu y es allé chercher ? Je me pose la question là tout de suite. C'est vrai que non, effectivement on a atterri hier soir. C'est génial, Défidèle. Je vous le conseille vraiment. Faites-le, c'est top. C'est organisé par entre autres Christelle Gauzet qui a gagné Koh-Lanta. Et en fait, ce sont des défis sportifs. Alors il y en a partout en France, il y en a partout à l'étranger, exclusivement féminins. Il y a aussi des versions mixtes, mais c'est majoritairement féminin. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est que pendant ces moments-là, donc qui sont des moments où on se dépasse, où on est vraiment il y a quelque chose de très introspectif dans le sport, surtout quand on est là, on a envie de crever, quoi. On se dit pourquoi j'ai fait ça alors, on transpire, on a mal, on court, on fait du skating, j'ai jamais fait ça de ma vie, enfin bref. Et je trouvais qu'il y avait vraiment dans ce Défidèle une sororité très forte, une entraide qui, je pense, est liée au sport, mais pourtant, il n'y avait pas forcément de sportifs de haut niveau, mais il y a une fille qui m'a touchée, vraiment, elle s'est mise à pleurer, elle a fondu en larmes tout en haut d'une toute petite piste de ski, vraiment toute petite, et elle a dit « mais j'ai peur ». Et c'est terrible parce que ce qui nous liait à ce moment-là, c'était l'envie de l'aider à dépasser cette peur-là, qui était finalement très limitante pour elle, parce que la peur nous balade, la peur lui disait attention, au pire tu peux te casser la jambe. Bon, relativement, elle aurait pu juste tomber dans la neige, mais il y avait quelque chose de très fort en fait. Vraiment, on avait l'impression que toutes les filles, on est venues comme ça autour d'elle pour l'aider à dépasser ce truc-là. Et à la fin de chaque épreuve, chacune, sans jamais s'être rencontrée de notre vie, on se remerciait les unes les autres. Merci de m'avoir soutenue, merci de m'avoir encouragée. Et vraiment, à chaque fois qu'on se dépassait, allez, vas-y, allez-y les filles, c'est le dernier tour. Ce qui était faux, il en restait 4, mais voilà, il y avait quelque chose de vraiment de très chargé en émotions. On pleurait à chaque fois à l'arrivée, mais voilà, c'était très fort. Faites un Défidèle, vraiment, c'est super. Alors justement, comment dépasser ces limites ? Ça a renforcé ton leadership. Dans la vie de façon générale, tu veux dire ? Ou Défidèle. Au Défidèle, c'est vrai que très honnêtement, moi, j'ai jamais fait de trail de ma vie. Je fais un peu de sport, je vais à la salle et tout. Je fais des trucs chiants. Je fais des step touch, des squat jump éventuellement, tout au plus. Et j'aime pas. Mais je pensais pas être capable de faire un trail. En plus, on porte la flotte, on porte des trucs et tout. On était en altitude à Chamonix, donc forcément, c'est plus difficile avec le manque d'oxygène. Et le fait d'être ensemble, je crois, c'est ce qui a donné à chacune d'entre nous cette espèce d'élan vital presque. Il y avait, ok, en fait, on croit qu'on est toutes incapables de le faire. Et finalement, comme on est toutes ensemble, allez, on va se faire croire qu'on est capable et en fait, on va y arriver. Et c'est ça finalement, parce que physiquement, quand on a mal, ce qui prend le relais, c'est le mental. On fait croire à notre corps qu'on va y arriver et ce con, il y croit. Donc, on y va et voilà, le fait d'être ensemble et de se dire allez, c'est pas grave, j'ai peur, je crois que je suis pas capable, mais en fait je veux me prouver que c'est ok, et d'avoir toutes ces filles qui sont autour, ces femmes qui disent allez, bien sûr on est là, et puis quoi qu'il arrive tu y arriveras, on sera tout ensemble, on t'aidera à passer cette ligne d'arrivée. Il y avait quelque chose il y avait une bienveillance, bah oui, c'est dans l'éducation, on nous a éduqués à être comme ça, on nous a éduqués à être rondes, douces, etc. Et c'est terrible. Mais en fait, ça se sent dans les compétitions sportives. Elles le disent, les organisatrices, quand c'est des compétitions mixtes. Pardon, messieurs, c'est pas la même ambiance. C'est comme ça. Il y a un peu plus de « ouais, t'inquiète, c'est moi qui vais gagner » et tout. Il y a un truc un peu gênant parfois. Alors que là, il y avait vraiment « allez, c'est cool, les filles, on y va, on est toutes ensemble, on s'en fout, on va toutes y arriver. » Voilà, et ça, c'était beau. Bravo en tout cas. Donc toi, tu es humoriste et comédienne. Oui. Tu es l'humoriste de l'émission Quelle époque ? Je crois savoir que tes parents ne te prédestinaient pas du tout à cette carrière.
Comme c'est étonnant. Non, moi j'ai fait des études de commerce. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait une première année d'école de publicité, puis ça m'a gonflé quand le mec m'a dit le consommateur est un gros con, ce qu'il faut c'est lui piquer son pognon. Je suis c'est pas tout à fait dans mes valeurs. Donc j'ai arrêté. J'ai fait une première année d'école d'infirmière qui a été la plus grande expérience. Tu vois, vraiment c'est très dur comme métier. J'ai arrêté. Mais j'ai quand même chopé le diplôme d'aide-soignante au cas où. Après, j'ai repris j'ai fait une j'ai un master en communication et puis j'ai fait un MBA en management de la production musicale, puisque il fallait faire ça pour mes parents, quoi. Si tu veux, quand j'ai passé mon bac, déjà je voulais faire L, ils m'ont dit non, faut faire S. Je dis bon, on a coupé la poire en deux. À l'époque, il y avait le ES, comme ça je me suis faufilée. J'ai chopé tous mes points dans les matières littéraires. Et je me souviens quand j'ai eu mon bac enfin, ma mère m'a dit tu veux faire quoi? Je me dis, attends, du coup, je pourrais peut-être faire les beaux-arts, mais il faut que je fasse une prépa pour rattraper, parce que comme j'ai fait un bac général, elle m'a regardée et elle m'a dit, non, mais ma fille, je t'ai pas demandé ce que tu voulais faire le dimanche. Et c'était hyper violent. En même temps, maintenant, je lui ressors, elle me dit, putain, c'est marrant, je me rappelle pas. Sans déconner. Oui, tes parents t'ont même dit, l'art, ce n'est pas un métier. Non. C'était pas un métier, mais c'était très bienveillant. Je leur en veux pas, si tu veux. C'est une génération qui a vécu avec des parents qui eux-mêmes avaient connu la guerre. Donc il y avait un truc, tu vois, de sécurité. Il fallait qu'on ait un CDI. C'était pour eux quelque chose de rassurant, quelque chose d'évident. C'était une étape, une case à cocher absolument pour pouvoir se dire ça va, c'est bon, on l'a rangé, on est tranquille. Et toi, comment tu te sentais dans ce parcours avec les injonctions familiales? Comment, à un moment donné, tu as su dire non et prendre ton destin professionnel en main? C'est l'année de mes 30 ans, donc avant-hier. Non, c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, l'année de mes 30 ans, j'étais en CDI. Enfin, j'avais enchaîné 18 CDD, bref. Et je faisais la direction de production audiovisuelle dans une filiale de TF1. Et ça y est, j'avais enfin validé ma période d'essai. Et tout le monde me dit bravo, c'est super, ça y est, et tout, à toi, l'achat immobilier, le Renault Espace, le Labrador et tout. Et c'est marrant, moi, ça m'a pas fait ce truc-là. Je me suis dit, ah, tiens, ça m'emmerde. En fait, ça m'a fait peur. Il y a quelque chose que j'ai trouvé pas du tout sécurisant, mais au contraire, j'avais un sentiment d'emprisonnement plus qu'autre chose. Et vraiment, l'année de mes 30 ans, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire, les tableaux Excel, tout ça. Je suis une bille avec les chiffres, en fait. Qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Ça ne me parle pas. Je me sens pas à ma place. On parlait beaucoup de place tout à l'heure dans l'introduction. Voilà, je me sentais pas bien. Je me dis, c'est maintenant ou alors pour moi, c'était maintenant ou jamais. Je pense c'est toujours le bon moment parce que ça le sera jamais. Donc voilà, il y a une dichotomie dans la vie comme ça. Faut y aller quoi qu'il, parce que sinon quelqu'un va le faire à votre place. Donc autant le faire soi-même. Et est-ce que tu avais une vision précise de là où tu voulais aller? Je savais que je voulais aller sur scène. J'en faisais déjà par ailleurs parce que je sentais, j'avais fait du violoncelle, etc. J'avais une appétence pour la scène. Mais j'aimais bien ce côté, ce jeu avec la caméra, etc. Et je me suis dit, il y avait un côté quoi qu'il en coûte, je m'en fous. J'ai fait une rupture conventionnelle, je démarrais le mois, il me restait 10 balles. Et en plus, il fallait que j'aille chercher le statut d'intermittent du spectacle, qui, la première année, est difficile à obtenir parce qu'il faut justifier d'un certain nombre d'heures, etc., en un temps record. Et je savais, c'était comme ça, j'étais indéboulonnable. Vraiment, il y avait un côté, je m'en fous. Au début, on bosse beaucoup gratuitement parce qu'il faut des images. On dit, mais t'as pas de bande démo? Bah non. Donc on fait des tournages avec des copains, machin et tout. J'allais chercher, quoi qu'il arrive, je savais qu'il fallait que j'aille là-bas. Ou j'y allais, j'y suis pas encore tout à fait. Ça y est, je suis sur une petite marche, là, je me dis, ça y est, il y a un truc sympa qui se passe. Je continue, je me dis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc je me suis dit il y avait un truc comme ça, allez j'y vais et quand je le sentirais, voilà, c'était évident en fait. C'était évident que j'allais pas faire des tableurs Excel toute ma vie. J'aurais pu en crever quoi, mais j'allais partir en dépression quoi. Et est-ce que tu as mis en place un plan d'action pour atteindre tes objectifs? Je sais pas si j'ai vraiment mis un plan d'action. Il y avait plutôt, je dirais, quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire que, bien sûr que je comptais, je faisais, tu vois, mes relevés de banque et tout, machin, pour des raisons totalement financières et pragmatiques. Mais il y avait, à ce moment-là, une dynamique vraiment de confiance. Je me suis dit, il faut que je fasse confiance en cette petite voix que j'ai pas écoutée pendant trop longtemps.
dû à ces injonctions sociétales, familiales, culturelles, liées à l'âge aussi, parce que à 30 ans, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, ça commence à inquiéter. À 36, je vous dis pas. Mais il y a un côté, voilà, je me suis dit, il faut que je bypass les peurs qui ne sont pas les miennes. Même celles de ma mère, ce sont les plus compliquées. Mais voilà, il faut que je m'écoute moi. Et en fin de compte, à partir du moment où je me suis écoutée, il y avait quelque chose d'évident. Et même mon entourage était rassuré parce qu'il voyait que j'étais bien, j'étais heureuse dans ce truc-là. Tu étais alignée. J'étais hyper alignée, même avec 10 balles en début de mois. C'était OK. Alors justement, toi, tu m'as dit en préparant cette interview, quand une porte se ferme, je passe par la fenêtre. Par quelle fenêtre es-tu passée pour être sur le plateau aujourd'hui? De quelle époque? Ouais, j'ai ce truc-là un petit peu effronté, où je sais pas, tu vois, un peu, je vais droit dans le mur, je me dis, c'est pas grave, j'ai mal, je me relève 18 fois, il me manque des dents et tout, c'est pas grave, j'y retourne, tu vois, il y a un côté... En fait, moi, j'ai commencé en écrivant une web-série avec Philippe Croison, qui est un athlète quadri-amputé, donc qui est effectivement très enclin au sujet de l'inclusion et sur des vannes très piquantes parfois. Et puis j'ai commencé à copiner avec Philippe Cavrivière sur les réseaux parce qu'il m'a dit « Ah mais c'est vachement bien ce que tu fais ». Moi j'étais là « Oh putain, Philippe Cavrivière a dit que ce que j'ai fait c'était bien. Oh mon Dieu, ça doit être incroyable et tout ». J'avais 14 ans là, tu vois. Et puis après, il m'a proposé de me relire pour un sketch et tout, donc hyper généreux. Et je lui dis « Je peux venir voir comment ça se passe le tournage chez Ruquier ». À l'époque c'était la case de Ruquier. Et Léa Salamé, ils étaient en binôme. Et donc, il m'a dit, oui, bien sûr, viens. Et puis, en fait, j'y suis retournée. Je suis allée sur quelle époque sur le premier tournage, tous les vendredis. Pendant 1 an, j'y suis allée tous les vendredis. Comme ça, juste parce que je voulais apprendre, je voulais voir. Je sais qu'il faut se montrer. C'est des métiers dans lesquels il faut se montrer. Il faut réseauter. Et donc, voilà, tous les vendredis, j'y suis allée. Puis après, j'ai passé des castings. Et puis, on m'a dit, bah, vas-y, viens. Ténacité et pugnacité. Pour terminer cette interview, une anecdote que tu retiens avec l'un des invités de quelle époque? La balayette de Teddy Riner. La balayette de Teddy Riner. J'ai les croûtes qui viennent de tomber seulement. Voilà, Ou la demande en mariage de Laurent Lafitte. C'est beau. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je retiens le plus, pour le coup, c'est Éric Dupond-Moretti, qui avait été en fait, c'est celui avec lequel j'ai passé mes castings et ça n'a jamais été diffusé. Et on pense qu'on veut ou quoi, mais en fait c'est un gros nounours de bienveillance. Il avait été hyper sympa. Voilà, il était très impressionnant. C'est un monstre, mais en fait dans les coulisses il avait été tout gentil. C'est génial, allez, je suis avec vous, vous allez passer votre casting, hyper sympa. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux.